Allez, pour le correctif, c'est le 9 septembre que prend fin donc l'inscription sur la plateforme Après mon bac pour le choix des filières des nouveaux bacheliers. Laurent Roland Tononiquez, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Amis téléspectateurs Internet, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent Roland Tononiquez, on démarre ce matin par Dynamisme Info. La une va s'afficher à l'écran dans un court instant. On va pouvoir donc s'intéresser à ce titre. Débandade souvent constatée en fin de régime. L'exception sera-t-elle faite avec Patrice Talon? Ah oui, c'est une bonne question que pose Dynamisme Info ce matin. Nous savons très bien que quand on regarde les fins de mandat au Bénin, notamment depuis, comme vous appelez, la conférence nationale, conférence des forces de la nation, parlant de l'ancien président Nicéphore Soglo vers la fin de son mandat, on a pu voir comment est-ce que certains acteurs se sont métamorphosés rapidement pour se retrouver de l'autre côté, pour aller soutenir son challenger, le général Mathieu Kérékou. Et vers la fin des deux mandats du général Mathieu Kérékou, avec toute la puissance qu'on connaissait pour l'Union pour le Bénin du futur UBF, on a pu voir que certains acteurs n'ont pas eu de gêne automatiquement à renier publiquement l'ancien président, feu Mathieu Kérékou, général Mathieu Kérékou. Et puis, dans le même prolongement, on a pu voir aussi ce qui est arrivé à Boni-Yayi vers la fin du mandat avec l'enracinement du parti FCB au plan national, mais malheureusement, ça n'a pas échappé à la situation que nous décrivons comme ça, c'est-à-dire que vers la fin du mandat, on voit que certains acteurs essaient de se repositionner de façon stratégique pour continuer à être dans l'équipe qui est au pouvoir. Et donc, Boni-Yayi aussi a subi ça, quoique il n'était pas candidat, mais son candidat, malheureusement, n'a pas réussi à gagner les élections. Les gens étaient avec lui, mais étaient les premiers à sauter pieds et joints pour aller vers Sébastien Adjavon pour le soutenir. D'autres sont allés vers Patrice Talon, mais la grande partie est allée là où il y avait l'espèce sonnante et trébuchante, notamment du côté de Sébastien Adjavon. Et on a pu voir la suite également. Et donc, est-ce que Patrice Talon va échapper à cette situation? Attendons de voir. C'est vrai on a pu voir qu'il y a quelques mois en arrière, il y avait déjà, on a vu quelques réactions, ça et là, et les gens qui n'hésitaient pas à s'affirmer, à s'afficher, à dire certaines choses. Mais, fort heureusement ou malheureusement pour eux, et fort heureusement pour celui qui est là, qui peut-être continue de maîtriser la caste politique, il a suffi seulement d'une rencontre au Palais des Congrès avec tous les ténors, élus communaux et autres au Palais des Congrès pour remettre les pendules à l'heure. Et vous allez voir qu'eux tous sont devenus très silencieux depuis quelques semaines. Et donc, est-ce qu'il va réussir à maintenir, en tout cas, à bénéficier de cette suprématie, ou bien cette maîtrise de la classe politique jusqu'en 2026? C'est wait and see. Toujours est-il que on ne doit pas être surpris de voir certains se lever et dire haut et fort, en tout cas, et se désolidariser haut et fort. Mais il faut avouer que ça va être à leur risque et péril parce que les acteurs ne sont pas les mêmes. Les acteurs n'ont pas les mêmes réactions dans les mêmes cas de figure. Celui que nous avons en face là peut ne pas être, en tout cas, ne jouera pas comme un enfant de cœur avec eux, pas évident, et ils en sont totalement conscients. Mais ça n'empêchera pas certains parmi eux de clairement dire ce qu'ils pensent. Et vous savez très bien que, quoi qu'on dise, certains sont déjà du côté de Olivier Bokor. Et clairement, ils s'affichent, clairement, ils ne le cachent pas. D'autres, certainement, il y aura peut-être d'autres ambitions qui ne sont peut-être pas dans les calculs du chef de l'État aujourd'hui. Est-ce que des gens pourront lui tenir tête en dehors de quelques-uns qui font semblant de lui tenir tête et qui sont du côté de Olivier Bokor? Est-ce que les autres acteurs politiques auront véritablement le courage de dire non, monsieur le président de la République, nous ne sommes pas d'accord, et d'aller faire des déclarations pour vraiment, en tout cas, rendre publique leur adhésion à tel ou tel candidat ou tel courant politique dans la perspective de 2026? C'est autant de choses. A priori, on peut dire, si on regarde la manière dont il réussit à maîtriser les acteurs politiques, et on peut dire qu'il peut échapper à cette situation, mais pas évident, parce que les acteurs que nous avons, nous les connaissons très bien. Ne soyez pas surpris que d'ici 2025, les langues se délient et que les gens aient le courage de s'assumer. Seulement que l'acteur ici n'est pas l'acteur Boni-Yayi, qui peut-être essaie peut-être d'avoir une certaine, en tout cas une certaine tolérance
sur certains points qui pourraient comprendre, celui-ci est assez redoutable. Ils en sont bien conscients. Allez, Laurent Roland Toninquez, l'autre actualité du jour est attachée à la rentrée gouvernementale. Alors, une rentrée qui suscite beaucoup d'interrogations. Quand on prend par exemple la une du quotidien Info Matin, on s'intéresse à la participation ou non, justement, de... Je ne sais pas s'il faut dire, mais bon, c'est le ministre, toujours en poste, puisqu'il n'a pas été remplacé. Jean-Michel Abimbola, sera-t-il de la partie? S'interroge le quotidien. Oui, malheureusement, le ministre est permissionnaire, c'est ce que le porte-parole nous a dit. Il y a quelques mois. Apparemment, la permission a été renouvelée, parce que c'était au départ permission de quelques semaines. Bon, maintenant, est-ce que la permission a été renouvelée? Quelques semaines, c'est quelques semaines. Justement, bon, là, c'est rentré dans... quelques semaines, justement. C'est rentré dans un mois. Oui, quelques semaines, ça peut faire quelques mois, ça peut depuis faire quelques années. Depuis avril, malheureusement, on ne voit plus le ministre de la Culture. Certains invoquent un cas de maladie, certains invoquent une démission déguisée qui n'est pas acceptée. C'est des supputations. Malheureusement, le gouvernement ne nous a pas donné la vraie information. En tout cas, il nous a donné l'information qui, pour eux, est la vraie, c'est-à-dire qu'il est permissionnaire, mais oui, comment comprendre qu'un ministre est allé en permission depuis... On est en avril, ça fait 4 mois, on est dans le 9e mois, ça fait 5 mois qu'il est permissionnaire. En fait, cette opacité qui caractérise la rupture à bien des égards, c'est gênant pour le peuple béninois. Parce que quand vous dirigez, à un moment donné, vous donnez les vraies informations au peuple, vous situez partout dans le monde, vous devez pouvoir dire clairement. Si le ministre a des problèmes de santé, c'est raison de plus de le dire pour que le peuple, à l'unanimité, s'il faut prier pour lui, on prie pour lui, pour qu'il soit rétabli. Il ne sert à rien de cacher ça s'il était vraiment malade. Bon, maintenant, on dit qu'il est permissionnaire. Pour quelle raison? Depuis avril, on ne voit aucun signe. Espérons que peut-être aujourd'hui, il sera au ministère de la Culture pour la rentrée gouvernementale. Je dis en même temps bonne reprise à tous les ministres, au chef de l'État qui est rentré depuis la semaine dernière. Vivement que les dernières actions qui seront menées dans ce tournant vers 2026 soient véritablement à l'avantage du peuple. Et je crois que l'un des dossiers chauds sur la table, en tout cas, je parlerai de 2 dossiers chauds sur la table, c'est le dossier lié à l'affaire Steve Amoussou, au frère Onvi, si vous voulez, et la question des dialysés. J'insiste sur le fait que le gouvernement doit pouvoir en faire une priorité, plus que jamais. Parce que hier, j'étais avec des confrères, je ne conçois pas que jusque-là, on ne puisse pas faire quelque chose pour les dialysés du Bénin. C'est très important. Donc, le ministre, souhaitons bonne reprise au ministre, et notamment en attendant de le voir ou de ne pas le voir, bonne reprise au ministre Jean-Michel Abimbola. Si on ne le voit pas aujourd'hui, demain on viendra aviser, comme dit le peut-être qu'on le verra en Conseil des ministres. D'ici le mercredi. Le mercredi. Non, ce qui est sûr, s'il a repris, c'est que déjà au ministère de la Culture, normalement, il doit y être. On doit pouvoir avoir des informations sûres pour savoir s'il a repris ou pas. Il ne peut pas ne pas reprendre aujourd'hui et se retrouver en Conseil des ministres mercredi. C'est pas impossible. Bon, c'est pas impossible. Pas impossible. Mais bon, souhaitons lui en attendant bonne reprise. Et si entre-temps il était malade, nous lui envoyons toutes nos vibrations positives et que l'Éternel des armées l'assiste, qu'il retrouve sa pleine santé. Allez, la rentrée gouvernementale, Laurent Roland Toninquez, c'est aussi justement sur fond de beaucoup d'interrogations dans l'opinion publique. Vous l'évoquiez d'ailleurs par rapport à l'affaire Steve Amoussou. Matin Libre en parle sous cette forme. Affaire Steve Amoussou, rentrée gouvernementale, sauver l'image du Bénin. C'est très important. Il faut sauver aujourd'hui l'image du Bénin parce que ce dossier salit l'image du Bénin à l'extérieur et donc on doit pouvoir nous situer. C'est vrai que le porte-parole a aussitôt repris du boulot. Il doit pouvoir nous dire clairement si la justice peine à nous donner des informations, même que les quelques débuts d'informations pour nous situer. Je crois qu'il revient au porte-parole du gouvernement maintenant de nous dire, en tout cas, la part de vérité du gouvernement. C'est très important. Important donc d'avoir la part de vérité du gouvernement. D'ailleurs, sur ce dossier, on apprend également que l'opposition entend justement eh bien, faire, on va dire, sortir de son mutisme le gouvernement au travers notamment de questions adressées à ce dernier, au Parlement. Oui, l'opposition joue son rôle. C'est un citoyen, après tout.
qu'il soit frère Onvé ou pas, Steve Amoussou est un citoyen béninois. Les conditions dans lesquelles il a été interpellé, en tout cas pour les rapports que nous avons eus de part et d'autres, montrent clairement que le mode opératoire n'est pas un mode à encourager. Vous imaginez, il y a quelques jours, j'ai pu lire un certain Mano Mano qui a été enlevé en griffe par des gens non identifiés depuis quelques jours à Kassato-là. Et depuis, on n'a aucune information. Donc, quand des choses comme ça arrivent dans un pays, les citoyens ont raison de chercher à comprendre. Et les citoyens sont représentés par des députés. Et c'est en cela que je demande aux députés de la mouvance présidentielle, au-delà de l'aspect, du contenu des chroniques du frère Onvi, on doit tous s'interroger sur le mode opératoire qui a consisté à contribuer à interpeller Steve Amoussou. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous étions ici quand on parlait. Qui l'eût cru qu'un jour on pouvait interpeller un député de la mouvance présidentielle et le présenter à la criette pour blanchiment de capitaux, supposé blanchiment de capitaux. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres. J'insiste sur le fait que si ça arrive aux gens, ne serait-ce que sur la forme, on peut interpeller le gouvernement. Sur le contenu, on peut faire le débat autrement. Mais sur la forme, on peut dire, ah, tel que ça a été fait, nous ne sommes pas d'accord. Enfin, interpeller la justice. Sur le fond, oui, il y a peut-être des choses à lui reprocher. Il y a peut-être des choses à lui reprocher. Mais sur la forme, on doit pouvoir dire, attention, donc qu'on soit député de l'opposition de la mouvance, c'est quand même le béaba de ceux qui sont allés faire à l'Assemblée nationale. Donc, mais malheureusement, certains, oui, sont de la mouvance présidentielle des partis UBR, Union Progressiste de Renouveau. Donc, clairement, se voient peut-être députés appartenant à un groupe et que, par conséquent, ne peuvent pas prendre des décisions ou interpeller ce groupe-là sur des questions essentielles. Les gens doivent pouvoir comprendre qu'une fois à l'Assemblée nationale, ils ne sont plus députés d'un parti politique ou de quelqu'un qui les a positionnés sur les listes, mais ils sont représentants du peuple. Parce qu'ils même le disent, c'est les populations qui ont voté pour eux. Donc c'est très important. L'opposition fait l'effort de jouer ce rôle de veille en interpellant sur des questions essentielles. Et j'estime que les députés de la mouvance doivent pouvoir prendre de la graine et se dire que, au-delà de ce qu'on peut faire le débat sur le fond, la forme, ne serait que pour ça, on peut faire semblant quand même d'interpeller le pouvoir en place. Ça, c'est pas encore méchant. On doit en tout cas ces questions au député Kamel Ouassangari. On attendra de voir donc dans quelle mesure le gouvernement y répond. Le sujet intéresse également un autre parti. Alors celui-là est-il de l'opposition ou est-il Qui ça? Du centre? Affaire Steve Amoussou, l'événement précis écrit le parti RE inquiet et préoccupé par le silence des autorités du Bénin. Candidat Zanaï, oui. Notamment, qui s'est penché sur le sujet. Je crois que c'est ce que nous disons depuis quelques jours, que le silence du gouvernement des autorités du Bénin est assez inquiétant. D'aucuns nous diront, mais pourquoi est-ce que, quel compte le gouvernement à nous rendre, pourquoi c'est nous qui interpellons le gouvernement? Moi, je continue de le dire. Ça peut ne pas être du goût de ceux qui soutiennent Patrice Talon, le président Patrice Talon et son gouvernement, mais je pense que sur des questions essentielles qui engagent la crédibilité de notre pays, on doit pouvoir nous dire ce qui se passe. On attend la réaction du gouvernement. Moi, j'ai la chance peut-être de me retrouver à discuter avec beaucoup de personnes au plan international. J'ai la chance de discuter avec beaucoup d'afro-descendants. Tout récemment, quand on a voté la loi sur la nationalité attribuée aux afro-descendants, ils sont nombreux à être contents, à être heureux pour dire mais c'est bien, tout ça là. Mais là, même reviennent me poser la question de savoir, est-ce que c'est vrai qu'un citoyen a été interpellé à Lomé? Est-ce que... Et donc, quand c'est comme ça, ça inquiète. Ça inquiète. Et donc, ceux qui pensent qu'on n'a pas le droit de demander des comptes au pouvoir en place, je crois qu'ils ont totalement tort. Bon, enfin, ils ont peut-être leur raison. Mais j'estime que pour l'image du Bénin, quand on fait des choses bonnes et que les gens apprécient, en même temps, il y a des actions qui en arrivent à peut-être salir l'image d'un pays, il faut que le pouvoir monte le créneau pour nous situer. Quand j'ai discuté avec une afro-descendante qui était au Bénin il y a quelques jours, dans le cadre de la journée internationale de la traite négrière, oui, et du souvenir de son abolition, on était dans le véhicule, on allait à la dame, et qu'elle me dit, mais écoute, je viens d'apprendre qu'il y a telle situation dans le pays, et comment est-ce que ça se passe? Comment Elle me pose des questions. Vous voulez que je lui réponde quoi? Ça fait 4 ans que cette dame vient chaque fois au Bénin. Chaque fois, chaque fois, elle est au Bénin. Sur fonds propres, elle prend son argent, elle vient au Bénin. Elle participe aux festivités, en tout cas à l'événement à Ouida. Elle est encore venue cette année, et l'année prochaine, elle sera encore là. Mais quand elle me pose la question sur un sujet comme ça, je lui réponds quoi? Je ne savais pas quoi lui répondre.
Parce que si je fais l'erreur d'expliquer les choses telles que moi je conçois ça peut lui faire peur. Ça peut l'inquiéter. Encore que cette année, quand il venait, il disait, bon, c'est la dernière fois. À ne pas revenir l'année prochaine. Voilà. Encore que cette année, elle disait, bon, c'est la dernière fois que je viens au Bénin d'abord. Après, je viendrai dans une zone pêcheuse, peut-être au Ghana ou au Togo, au Sénégal. Je lui disais, non, mais viens, le Bénin, c'est chez toi, tout ça. Mais si je devais lui expliquer clairement les choses, est-ce que c'est une bonne image pour nous? Et ils sont nombreux à être là, déjà en août dernier, avec lui et discuter. Ils sont nombreux qui prévoient pratiquement une dizaine, quinzaine d'Haïtiens qui m'ont contacté, qui doivent venir au Bénin d'ici janvier. Alors, quand ces gens-là me posent des questions sur des faits comme ça, parce qu'en Haïti, ça ne va pas aujourd'hui. Les gens enlèvent, il y a de gantérisme, et puis on tue, on kidnappe, tout ça là. Et dans leur pays déjà là-bas, c'est pas la sécurité. Et quand on apprend que le citoyen a été enlevé de cette manière, je le dis, les gens disent, ils ne sont pas d'accord sur les termes, mais j'estime que le pouvoir doit pouvoir monter au credo pour dire, voilà notre part de vérité, pour rassurer les uns les autres, pour que les gens n'en arrivent pas à avoir peur constamment dans le pays. Parce qu'il y a déjà une psychose générale dans le pays, et quand ça s'ajoute à la psychose, imaginez la suite. Le devoir donc du pouvoir, selon vous, est de sortir justement de ce mutisme-là et d'éclairer l'opinion publique. Alors quand on connaît à peu près, on va dire quoi, les pratiques justement sur la rupture et l'argumentaire souvent exposé, est-ce qu'on ne va pas nous servir tout simplement que oui, il faut laisser la justice faire son travail et que l'exécutif n'a pas à se mêler de ce qui se passe de ce côté-là, Laurent Roland? Je crois que, même si c'était le cas, le gouvernement monte créneau pour situer, en tout cas, pas aller dans les détails du dossier, mais de dire qu'ils attendent peut-être que la justice leur fournisse un tel ou tel. En fait, le silence, là... Voilà. Au moins qu'ils viennent nous dire ça, quoi. Voilà, tout au moins quelque chose, parce que le problème, ça évite les supputations. C'est vrai, c'est vrai. Et ça évite les polémiques inutiles. Mais le silence, en fait, on dit qu'il ne dit mot consent. Et donc, quand ils ne disent rien, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. C'est à eux de nous dire, oui, voilà, nous étions bien informés de ce que tel serait un peu interpellé. Mais puisque la justice, là, il est déjà dans les mains de la justice, attendant de faire son travail. On veut déjà savoir qui est le plaignant. J'ai toujours dit, bien vu les gens nous insulter pour dire, oui, qui nous sommes pour que le gouvernement nous dise qui est plaignant. Mais je dis clairement, tout le monde s'est retrouvé, en tout cas, quand vous prenez les gros bonnets de la rupture, chacun a eu sa dose, peut-être dans les chroniques du frère Onvi. Alors, est-ce qu'il y a le plaignant? Est-ce que c'est... C'est vrai que, enfin, en la matière, je ne sais pas si la pratique existe, mais le procureur peut s'autosaisir d'un dossier sans qu'il y ait un véritable plaignant. Et c'est justement le drame, en réalité, que les gens ne veulent pas comprendre. Moi, je ne suis pas là pour la bougie de quelqu'un. Je dis clairement, au-delà de tout, ceux qui sont allés chercher Steve à Moussou, ils sont allés sur quelle base? Sur quelle base? Et sur quelle base on l'amène? Qui les a missionnés? Qui les a missionnés? Et sur quelle base il vient et la police le prend? C'est ça. Sur quelle base la police le met à la division de la justice? C'est tout, on veut comprendre tout ça. Le pouvoir doit sortir de son silence, mais au-delà, le pouvoir judiciaire, selon Dynamisme Info, doit démontrer son indépendance. Comparution le 7 octobre de Steve Amoussou, une occasion pour le pouvoir judiciaire de démontrer son indépendance. Oui, c'est un dossier comment vous appelez, assez risqué pour la justice béninoise. Et la justice doit pouvoir jouer toute sa crédibilité. La justice doit pouvoir démontrer par A plus B que ce n'est pas l'exécutif qui dicte des lois ou dicte des choses à faire. Qu'elle est totalement indépendante. Qu'elle est totalement indépendante et joue son rôle. Et comme je le dis, il y a beaucoup d'investisseurs parfois, quand ils veulent venir dans le pays, ils regardent aussi le fonctionnement de votre justice. S'ils ont l'impression que la justice n'est pas totalement indépendante, ils ne veulent pas investir chez vous. Et donc, c'est un dossier assez chaud pour la justice béninoise. C'est à eux de démontrer clairement que oui, la séparation des pouvoirs est encore de mise au Bénin, même si on a tendance à voir que le pouvoir judiciaire, exécutif et le pouvoir parlementaire, entre législatif, malheureusement à ce niveau, en dehors des députés de l'opposition, il n'y a pas eu de démarcation pour autant, parce que en tout cas, c'est pour moi pas trop cool de voir des députés qui sont censés interpeller le gouvernement aller défendre le gouvernement sur le terrain en disant reddition de comptes.
même si vous êtes de la famille, c'est-à-dire qu'il faut dégager d'autres personnalités, des partis politiques, en fait, de l'appareil d'État, notamment les ministres, les DC et autres, là, parce que c'est eux qui constituent l'exécutif et c'est eux qui constituent le pouvoir de Patrice Talon. Et c'est à eux d'aller défendre ce qu'ils ont fait sur le terrain. Les députés, quelle qu'en soit leur coloration politique, la bannière de la fonction politique sur laquelle ils sont allés à l'Assemblée nationale deviennent des missionnés du peuple et doivent pouvoir se démarquer un peu de ça. C'est de ça que je parle. Je comprends votre logique. Mais c'est votre logique. Et oui, mais malheureusement. La réalité politique, elle est tout autre. Oui, Parce qu'on est sur un terrain politique. Attention, nous sommes sur un terrain politique. Vous êtes d'accord qu'on est sur un terrain politique? Parce que ce que il faut travailler à tirer profit parce que ce que politiquement de tout ce qui est mis en œuvre. Non, mais je vous dis, tout ce que les gens sont allés défendre sur le terrain, il y a des choses qu'on peut reprocher. Vous savez que d'ailleurs, il y a un quotidien qui a écrit par rapport à ce qui se passe sur le terrain et dans la perspective de la présidentielle 2026 que d'aucuns utilisent déjà comme argument de campagne eh bien, les nouveaux marchés urbains qui sont en train d'être inaugurés. Donc, allez, on va... Donc j'estime qu'à ce niveau, il y a un problème parce que véritablement, ils sont censés... Parce que quand les politiciens, en tout cas, ceux qui sont au niveau exécutif viennent défendre quelque chose sur le terrain pour nous avons fait ça, ce n'est pas le rôle du député de construire les marchés. Donc le rôle du député, c'est de contrôler. Donc on peut faire l'effort de se démarquer un peu de ça et jouer son rôle dans la République. Donc la justice aujourd'hui doit pouvoir jouer son rôle également et montrer à tous les Béninois, au plan national et international, à tous les partenaires du Bénin, que oui, la justice est assez indépendante et qu'on n'a pas de crainte à avoir à venir investir au Bénin ou rester au Bénin. C'est très important. Maintenant, attendons de voir la suite. Allez, on parle politique, Laurent Roland-Tononiquès. Animation de la vie politique, le bloc des jeunes de l'opposition se fond dans le MPL. Décryptage info, on parle. Oui, j'ai lu ça hier sur les réseaux, j'ai posé la première question, c'est ceux qui sont dans le bloc des jeunes de l'opposition. Et puis après, le parti MPL, c'est quelle fonction politique? Bon, c'est vrai, peut-être que... Le parti qui est dirigé par le jeune intrépide Expérience TV, je pense qu'il y a un quotidien qui l'a écrit ce matin, je sais plus. Oui, je sais bien. Mais voilà, donc pourquoi nous dites-vous le parti MPL c'est vrai que, bon, à suivre cette information, peut-être que les jeunes, soi-disant, du bloc de l'opposition sont allés renforcer cette formation politique. Peut-être on a pu voir la mauvaise expérience. La cérémonie s'est déroulée à Boycon, si je ne m'abuse. On a pu voir la mauvaise expérience de cette formation politique au lendemain des législatives 2023, tout ce qui a suivi. Et puis après, donc, si les jeunes, le bloc des jeunes de l'opposition peut aller renforcer et que je veux bien voir qui sont ces jeunes qui constituent ce bloc-là, ils sont combien, quel est leur poids politique sur le terrain, parce qu'on a pu voir comment est-ce que le MPL a fait tellement de bruit, a agité un peu en tout cas l'écosystème politique, mais à l'arrivée, comme le dirait Barthélémy Cassa, que je cite bien, c'est Piti. Donc c'est Piti avec tout ce que vous avez eu qui suit. Et donc, attendons de voir si MPL pourra... Parce qu'on sait, hein, on sait d'où vient chacun, on sait où va chacun. Bon, ils savent très bien, on sait qu'on est dans la République. Chacun sait d'où il est venu et chacun sait là où il va. Est-ce que ce bloc, véritablement avec le MPL, ça peut vraiment donner quelque chose de la matière pour le peuple béninois? Est-ce que ça peut susciter l'espoir? C'est à eux de faire l'effort. Parce que malheureusement, sous nos yeux, on constate que les jeunes se mettent ensemble. Et au départ, on a l'impression que c'est pour défendre véritablement un idéal. Après, vous voyez, c'est des questions d'intérêt qui les divisent. On a pu voir la meilleure, en tout cas, la première expérience malheureuse qu'on a connue de ce parti. C'est ce qui est sorti après les législatives de 2023. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, ils se sont déjà entendus? Ou est Tometi, ou est Billy Roumancet, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont fait la paix avec Expérience Tébé? Ou bien Expérience Tébé allait s'entendre avec de nouveaux jeunes? Qu'est-ce qui va se passer? Qui sont les membres fondateurs de cette formation politique? Coroné est là. Qu'est-ce que Coroné en dit? C'est lui qui a créé Coalition Debout. Quelques sorties avec les maillots orange aux femmes un peu partout. Et puis après, quelques jours, parce que les autres ont initié jeudi noir, lui, il est allé initier jeudi orange à l'université, ayant appris que les policiers étaient là, il a détalé, automatiquement a dû lancer ça chez lui, dans les 4 murs de sa maison. Et donc, autant de choses. Et donc, est-ce que véritablement, bon, je dis ce que je sais, hein, parce qu'il est dans ma rue, malheureusement. Donc, et je les ai vus le jour-là, parce qu'ils ont été obligés de lancer à la maison. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, véritablement, les jeunes doivent pouvoir faire l'effort de défendre ou bien d'incarner
comment je vais appeler, l'éthique politique. L'éthique politique. C'est vrai qu'en politique, il n'y a pas d'éthique, mais on peut faire l'effort de faire preuve d'un minimum d'éthique parce que ils sont nombreux à dire oui, à dénoncer, mais certains parmi eux sont opposants commandités. Opposants commandités pour venir peut-être jouer les trous faits ou les faire valoir. Les jeunes doivent pouvoir éviter, doivent sortir de ce jeu désormais. Ils doivent pouvoir véritablement défendre le peuple qui parfois leur fait confiance tout bêtement et ils en arrivent à trahir la confiance du peuple. Ils sont nombreux là, à crier tout le temps, vous les voyez, mais ils sont au service du pouvoir en place parce que c'est la meilleure manière pour le pouvoir en place de titiller, de réussir à diviser la classe politique d'opposition et à continuer à prendre le dessus. Je crois que si ce bloc de l'opposition, ça existe véritablement, s'ils sont assez... Le bloc des jeunes de l'opposition. Si ils sont assez représentatifs des jeunes de l'opposition. On saura. Oui, on saura dans les... Vous et moi, on peut se lever demain matin et créer le bloc des journalistes de l'opposition ou de la mouvance. Sachant très bien que derrière nous, il n'y a que 4 journalistes et qu'on est resté entre nous et on a décidé. Et puis après, quelques journalistes avec un échange à Parakou, à Mbanatinengou, on a dit, mais écoute les gars, mettons-nous ensemble. J'en sais quelque chose. J'estime c'est une idée que vous partagez avec moi. Moi, je ne suis pas dans ces trucs-là, vous savez très bien. Allez, plus sérieusement, on parle en tout cas donc du MPL, une formation politique qui était... aux dernières législatives. Le potentiel écrit ce matin, ou en tout cas parle de cette information politique ce matin, perte de statut juridique pour des partis absents aux élections. Le coup d'éponge du ministère de l'Intérieur attendu. Alors, j'essaie de lire la charte des partis politiques, j'essaie de lire, peut-être qu'on reviendra sur ça demain. C'est vrai qu'il a été dit que des partis qui ne vont pas aux élections 2 fois successivement doivent pouvoir perdre leur statut juridique. Et on en connaît là, on en connaît, il y a celui qui a appelé tout le temps boycott. Vous le connaissez, notre papa de Ménantin ou de Kendonou, si vous voulez. Oui, voilà. Le philosophe. Voilà. Donc, lui, il a décidé de ne jamais aller aux élections en boycottant tout le temps. On a pu voir la suite. Alors, quand on finit de dire ça, ceux qui sont allés aux élections aussi, parce que... Bon, on va relire. Il faut relire mais c'est vrai, si le journal évoque le sujet, c'est très important parce qu'il y a des partis. Quand je prends... Bon, Antoine Guédouin ne sera pas d'accord avec moi. GSR. Il n'est pas allé aux élections. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça deviendra. Le MPL au moins est parti aux élections. Il y a NFN qui aussi n'est pas allé aux élections. Bon, est-ce que véritablement ça sera appliqué? On va passer un coup d'éponge sur ces partis. Mais je crois que Apollinaire Avoyon a été très stratège. Tout récemment, il a été reçu par Boni Yayi en son domicile pour rejoindre, en tout cas pour travailler avec le Parti des démocrates. Est-ce que c'est déjà... dans la perspective de ne pas disparaître, qu'il est allé faire cette démarche? On a pu voir aussi que le GSR, à l'époque, avait tenté une fusion avec le Parti des démocrates dans la perspective 2023 pour positionner des candidatures. Mais malheureusement, les discussions ne sont pas allées à leur thème. Est-ce qu'aujourd'hui, le GSR va se fondre dans le Parti des démocrates ou bien ils vont trouver la formule de rester un peu à côté des démocrates? Autant de choses. Quand les jeunes du bloc de l'opposition se mettent déjà avec le MPL, ça renforce déjà ce parti qui a déjà participé à une élection. Donc, attendons de voir ce qui va se jouer d'ici là. Et toujours est-il que pour passer le coup de ponge, les gens le feront sans des états d'âme pour libérer un peu l'écosystème, pour voir clair en face de ceux qui tiennent et ceux qui pourraient leur faire mal. Allez, on parle encore politique avec Adiaché News. Maintenant, Laurent Roland-Antonin, qui est échiquier politique national, où situé réellement le mouvement libéral et Richard Boni Ouourou. Il est dans du clair-sombre, selon certains opposants. Oui, Richard Boni Ouourou fait le tour du Bénin. On le voit dans pratiquement toutes les communes désormais, faire des dons, discuter avec la population. Il a lancé son mouvement le libéral, qui n'est pas réglementairement constitué en parti politique pour le moment. Je crois qu'avec le tour qu'il fait aujourd'hui, c'est 15 personnes par commune. Je ne pense pas qu'avec le tour qu'il fait, autant de moyens qu'il met, il serait incapable de trouver les 15 personnes par commune. Mais après ça, son mouvement, clairement, on sent que c'est de l'opposition, mais pas encore ça. C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'on joue les neutres politiques. Oui, on joue les neutres politiques et on attend de voir qui sera le partenaire idéal pour qu'on puisse aller aux élections. Ou ça. Sauf que son parti, même s'il arrivait à constituer son parti,
bon, même s'il ne crée pas le parti, est-ce que les autres partis seraient prêts à le porter comme candidat? Comme candidat, justement. C'est une question essentielle. Quel est son lien avec le parti, comment vous appelez, les démocrates aujourd'hui? Quand on sait qu'il y a quelques jours, il a fait des dons à la famille Madougou, et puis lesquels dons étaient tellement publics que la famille s'est fâchée et a demandé à retourner les dons. Donc il fait tellement d'actions, mais bon, sur quoi? Je suis tenté de demander, il compte sur quoi? Parce que vous voyez un peu de ces mouvements aujourd'hui, hein, les gens créent, vous posez la question, mais ceux-là comptent sur quoi? Sachant très bien que le code électoral en l'état qui est là, si ce n'est pas modifié, ils n'ont aucune chance d'être candidat. Alors, où est-ce que nous voulons aller avec ça? Qu'est-ce que nous voulons proposer au peuple? Bon, attendons de voir. Est-ce que le mouvement libéral, parce que je crois que c'est avant, ça était un parti social-libéral, hein, bon, lui, il est libéral, on verra bien si dans son libéralisme, il pourra apporter quelque chose aux Béninois. On va finir, Laurent Roland Toninkiès, par eh bien, l'événement du jour et ce sujet abordé par la plupart des quotidiens ce matin. Collecte d'épargne publique au Bénin. La tontine en ligne, une activité illégale. Le CNIN alerte et rappelle les populations, enfin les organisateurs à l'ordre. Nous avons fait une émission sur le sujet il y a quelques jours en arrière avec Harold Laye. Il y a une loi qui existe depuis 1997 au Bénin, laquelle loi a été retouchée en 2021, qui interdit rigoureusement l'épargne publique, notamment avec des structures non agréées. Et donc, si vous devez faire de l'épargne, vous devez aller vous rapprocher des services financiers décentralisés, ou bien des banques. Malheureusement, les gens créent des tontines, créent des choses sur les réseaux sociaux, en ligne et autres. D'abord, celui qui crée ça, qui n'a pas l'agrément, comme vous dites, est poursuivi par la loi, en tout cas. Et puis, celui qui aussi s'adonne à cette activité, en étant participant d'une tontine en ligne, quand il y a un problème, sur quelle base vous voulez porter plainte? Parce que la loi interdit que vous allez donner votre argent à un citoyen sous prétexte que vous faites tontine. Vous allez au commissariat, on interpelle celui qui est organisé, mais on vous interpellera aussi parce que la loi interdit ça. Alors, ce qui fait que beaucoup de personnes ont fait des tontines aujourd'hui, ont perdu leurs sous, mais n'ont pas le courage d'aller se plaindre quelque part. Alors, autant mieux ne pas prendre le risque que de prendre le risque et après venir pleurnicher. Moi, j'estime que quand il y a des lois et que vous avez connaissance des lois, il faut les respecter. Si les gens n'ont pas connaissance des lois, je le rappelle ce matin, tous ceux qui font tontine en ligne, ou à Dogba ou je ne sais quoi en ligne, faites très attention. Si c'est un membre de votre famille, vous vous entendez entre vous, même, il y a toujours des problèmes à un moment donné. Quand il y a ce problème, la loi est claire là-dessus, vous serez tous poursuivis. J'estime que les gens doivent pouvoir faire attention à cette activité. Faire attention à cette activité, faire attention également à un produit, Laurent Roland Toninkiès, je ne sais pas si vous eh bien, l'utilisez, commercialisation du Sniper 1000 à Cotonou, écrit le quotidien Le Meilleur, ce poison qui se vend comme petit pain sous le silence coupable des autorités, et de préciser que la responsabilité de la ministre Alimatou Chadia a souvent été engagée. J'avoue que j'ai acheté ce produit il y a 2 ans, ou 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que j'ai utilisé chez moi, qui tue les fourmis, tue un peu les insectes et tout cela. Mais j'avoue que j'ai eu un problème de respiration pendant 2-3 jours. Je n'ai pas du tout supporté. Et puis après, j'ai pu voir que l'un de mes enfants aussi avait le même problème. Et du coup, j'ai jeté ça très loin. Mais je constate malheureusement, et d'ailleurs, c'est un produit qui est interdit d'utilisation dans certains pays européens. Et les nôtres, nos gouvernants, autant que nous sommes, en tout cas, les gens voyagent, voient, et lisent même ces informations. Mais je ne comprends pas pourquoi ce qui est interdit ailleurs vient chez nous et les gens voient. C'est quand ça va créer beaucoup de morts maintenant qu'on va commencer à traquer les vendeurs. Il vaut mieux traquer ceux qui vendent ça maintenant. Il vaut mieux empêcher l'entrée de ce produit sur le territoire national. Ici et maintenant, plutôt que d'attendre qu'il y ait des dégâts. On a parlé de glyphosate dans ce pays. Les gens nous ont insultés de tout le temps. Mais pourtant, ça tue. Et ça détruit les vies. Ça souille le sol. Ça détruit nos nappes phréatiques. On prend de l'eau souillée et autres. Et ces produits que nous mettons dans la maison, et certains utilisent ça aussi dans certains champs pour conserver. Eh bien, écoutez, quand on passe chaque année, et voilà le problème véritable que je ne comprends pas.
Chaque année, on parle d'intoxication alimentaire dans notre pays. Il n'y a pas cette année où il n'y a pas d'intoxication alimentaire. On dit une famille, il y a 5 personnes qui sont décédées dans telle région, dans telle région. Parce que les gens, à un moment donné, utilisent ces produits pour conserver les produits. Et les produits vivriers. Et en période de soudure, rareté de pluie, difficultés financières pour avoir de l'argent acheté, ceux qu'ils ont conservé pour planter, peut-être semer pour la prochaine saison, ils sont obligés d'aller recourir à ça pour consommer. Et ils oublient qu'ils ont déjà mis des produits. Aujourd'hui, malheureusement, les concepts que nous consommons, et c'est pour ça que moi, malheureusement, il faut faire de la mauvaise publicité pour les gens. On doit pouvoir centraliser. Ce que nous consommons aujourd'hui, nous aspirons au développement. Nous faisons tout pour le développement, je suis d'accord. Mais le développement ne se fait pas sans les hommes. Ce que nous consommons aujourd'hui, on doit pouvoir mettre un point d'honneur sur ça, faire les contrôles. Quand les gens doivent faire les concepts d'IAM et nous amener ça au sud du Bénin, et que nous prenons par exemple, quelle est la traçabilité? Avec quel produit on a conservé ça? Parce que quand on même les concepts aussi, on dépose ça, il y a des insectes qui rentrent dedans. Mais avec quel produit les gens ont consommé ça? Tout ce que nous disons aujourd'hui, fibrome, kyste, cancer, autant de choses aujourd'hui, nous ne savons pas d'où nous chopons ça. Ce n'est pas nécessairement les produits importés dans les ailes, dans lesquels il y a les OGM. Pas que ça. Il y a les produits utilisés pour la conservation de nos produits aussi. Peut-être que le degré n'est pas élevé, la dose n'est pas élevée, mais nous consommons, ça nous crée quelques maladies, et puis ça nous ronge petitement, et puis un jour, ça nous emporte. Autant de choses sur lesquelles on doit revenir. Et dans ce produit, ça ne veut pas dire des produits contre... Écoutez, vous regardez, les jeunes sont sans en main. Voilà encore une autre chose. Vous voyez, hier, avant-hier, samedi, j'étais devant, après la mairie, quelque part là, et puis je vois 4 jeunes passer avec les produits, les raticides. J'ai posé la question à la dame, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, vous avez acheté raticide il y a une fois? Elle dit non. Il y avait un monsieur à côté qui a demandé non. J'ai demandé à tout non. Finalement, ceux-là qui se promènent pour vendre raticide, vendent les raticides à qui et comment? Ils en vendent combien par jour? Quel est leur rôle? Voilà, quel est leur rôle dans la société? Donc, posons les vraies questions. Autant de choses. En réalité, on ne doit pas se promener à vendre raticide de maison en maison. Ce n'est pas possible. Nous sommes en danger et personne n'en parle. On doit pouvoir aller dans des structures spécifiques pour acheter des raticides. Parce que les raticides qui passent de main en main, c'est facile pour quelqu'un d'acheter ça pour aller empoisonner quelqu'un. Bien sûr. Donc, tous ces jeunes-là, qu'on voit dans nos quartiers, on doit pouvoir mettre fin à cette pratique aujourd'hui. Si vous voulez acheter raticide, il y a des boutiques spécialisées dans lesquelles on doit aller acheter ces trucs-là. Et vérifier d'abord ceux qui vendent ça. Quelqu'un qui vient acheter raticide, on doit pouvoir, c'est-à-dire s'assurer, en tout cas, voir. Il y a des choses qu'on peut identifier d'abord. Mais banalement, les jeunes vendent des raticides, tout ça là. Et après, on parlera d'empoisonnement. Avec quoi les gens empoisonnent aujourd'hui? Avec quoi les gens tuent les gens aujourd'hui? Il faut faire très attention. J'estime que sur ces questions, le gouvernement doit pouvoir prendre ses responsabilités. Le ministère de la Santé est interpellé. Le ministère de l'Intérieur est interpellé. Qui nous disent clairement quel est le rôle qui est joué à ce niveau, ces produits-là. Il faut suspendre ici et maintenant l'utilisation. Il faut suspendre, arrêter ici maintenant l'entrée de ces produits sur le territoire national. Il faut maintenant sécuriser la vente des raticides de lui. Ça se vend comme des petits pains, des jeunes qui crient dans les quartiers à longueur de journée. Et finalement, le soir, vous vous demandez, mais il a vendu à qui et il vend quoi? Et beaucoup de choses que nous devons pouvoir régler maintenant et mettre en ordre dans le pays. Le ministère de la Santé est interpellé, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce également. Interpellé par rapport à ce dossier. Pendant ce temps, à Parakou, Laurent, malheureusement, vendredi dernier, les eaux ont emporté dans leur flot un enfant et causé plusieurs dégâts matériels. Ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que je ne vais pas faire peur à ceux qui sont à Cotonou, mais je leur dis de prendre leurs dispositions. À partir du seuil de nos pouilles, tous ceux qui ont leur maison là, jusqu'à la limite de cette vie, Zogbo, Fifadi et autres, Ladi, je ne sais quoi, doit pouvoir prendre des solutions. Quand vous voyez que votre maison est, en tout cas, plus basse que les infrastructures réalisées, voilà, commencez par trouver peut-être chambre d'appui à louer à Boyo-Clavier et déménager en attendant. Parce qu'à partir du fin septembre, octobre, quand les eaux, puisque s'il y a la montée des eaux au niveau du fleuve Niger, il y a aussi les pluies qui vont s'ajouter. Imaginez ces pluies, une fois qu'il y a la montée des eaux au niveau du fleuve Niger, ça descend vers le sud du Bénin.
bon, les géographes le diront mieux que moi, ça descend vers le sud Bénin et donc ça prend du temps. Actuellement, c'est la partie septentrionale qui subit d'abord les affres de l'inondation, mais au fur et à mesure que nous allons évoluer vers fin septembre, début octobre, et notamment, n'oubliez pas que octobre, véritablement, c'est la montée des eaux au sud Bénin avec le lac Nokoué et autres. Moi, je me rappelle dans la maison dans laquelle je suis resté à Gamadé, face à la maison, face à la mairie de Calavi. On s'est levé un jour, mon frère et moi, dans notre maison. Je vous dis, en moins d'une heure. Il y avait de l'eau partout. En moins d'une heure, on avait de l'eau un peu partout. On était devenus des batraciens sans le vouloir, sans se préparer. Et donc, toute cette zone-là, les gens doivent pouvoir prendre leurs dispositions et sécuriser ce qu'ils ont à sécuriser dès maintenant. Parce que ça va surprendre. Le plus souvent, quand la crue vient, c'est-à-dire que vous ne voyez pas le danger venir. Vous vous réveillez le matin et puis vous voyez un peu d'eau. Et puis le temps qui sonne 10h, 11h, tout est déjà foutu et vous avez tout dans l'eau. Donc les gens doivent faire très attention. On a réalisé des infrastructures pour drainer l'eau, mais malheureusement vous allez à cette vue, ce qui est réalisé, c'est en hauteur et les maisons sont très basses. Tous ceux qui sont dans cette zone doivent pouvoir prendre leur disposition parce que le problème de Cotonou ne peut pas être réglé aussi facilement en termes d'inondation. N'est-ce pas? Allez, un véritable casse-tête, hein, ces inondations, qui plus est en cette veille de reprise des classes. Précise le quotidien, l'emblème du jour. Merci à vous, Laurent. C'est moi. Roland Antonin, qui est